Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Je me suis rendu compte que mon PDG avait un peu des mimiques de Monsieur Burns. Oh. Ah. Je ne citerai pas son nom du coup parce que j'aime ma boîte. Je sais pas si c'est un compliment ça. Je sais pas, mais, je ne répondrai pas à cette question. Mais vous savez, il faisait un peu ça avec ses doigts, ce truc là un peu bizarre, Oui. un peu creepy. Et il le faisait énormément. Et je me suis dit, ah, putain, ça me trigger de ouf. Mais voilà, en tout cas, je m'en suis rendu compte là, à une conférence qu'on a en interne. Et c'était très bizarre. Et ça fait combien de temps que c'est ton chef? C'est le chef de toute la boîte. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est celui qu'on appelle papa. Ouh, c'est chaud ça. Est-ce qu'il te dit viens voir papa ou... Non. Ok, c'est bon. De toute façon, il a un étage auquel on peut pas, auquel la plèbe ne peut pas accéder parce que il faut un pass supplémentaire en plus de ton badge employé. Ah, j'ai cru que tu allais dire un fast-pass. Un fast-pass. Non, faut juste faire partie du top management grosso modo. Ok. Mais voilà, c'était ma petite anecdote. C'est une intro ou c'est un bonus? C'est une Est-ce anecdote? que c'était... Je n'en sais rien. Est-ce qu'une anecdote peut être une intro? Telle est la question. J'ai envie de te dire que oui, parce qu'on a fait des intros pires que ça. C'est vrai. Et voilà, et j'ai envie de dire... à quel numéro cet épisode? 54 54 33, je sais pas. 5... Je suis en mode avion. Oh là là. Et c'est l'épisode 54 du coup. Donc, Contrecast épisode 54, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent me raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur différents sujets. On va commencer par le traditionnel tour de table. Et en commençant d'ailleurs avec le retour de notre shuffleuse, parce que je ne sais pas comment ça se dit, mais Le shuffle. Le shuffle. Oui. John Couscous a l'air perdu. C'est sûr, j'ai compris. Hein. Ok, bon, bah, Tu peux faire un petit cours peut-être. Non, je rigole. une petite impro là comme ça, on vous mettra la vidéo en description de l'épisode. Ailey, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Le temps est sympathique parce qu'il fait un peu plus frais qu'il y a quelques jours. Donc c'est assez agréable. Après voilà. C'était le point météo. Et toi, ça va? Bah oui, moi ça va toujours quasiment. Et de quoi est-ce que tu nous parles du coup pour cet épisode? Je vais parler d'un jeu je pense que comme je ne connaissais pas le livre éponyme, je pense que j'ai été un peu... je me suis dit, mais what the fuck is that? Et du coup, je vais vous parler de To Hell with the Ugly en anglais. Et c'est il faut tuer tous les affreux, je crois, en français. Ah, j'avais pas le titre en français. Je le cherchais justement et j'avais pas le titre. Et on tuera tous les affreux, quelque chose comme ça, de Boris Vian. Ouais. Mais c'est pas Boris Vian qui a fait le jeu. On soit d'accord. Ça aurait été un peu étrange. Ça aurait été un peu étrange. On continue avec celui avec qui j'ai dîné dans le noir plus tôt dans la semaine. C'est moi du coup, je pense. Ouais, exactement. John, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, super. En vrai, ça va super bien. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et on a dîné dans le noir parce qu'il y a une coupure de courant au restaurant où on était pendant 20 minutes, je pense. Ouais, 20 bonnes minutes. Ouais. Coup de chance, juste après avoir eu nos plats chauds. Ouais. Donc on a mangé à la bougie. Juste au bon moment. Ouais. Et après, on s'est dit, tous les autres plats qui vont passer derrière en cuisine, c'est que les trucs qui prennent un coup de chaleur de ouf parce que les frigos sont en off. Et de quoi est-ce que tu nous parles? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de MDR. Ah non, pardon, de LOL. Rien à voir. La licence. Waouh! Ouais. Waouh! Ok. Ok. T'es pas prête, hein? J'étais pas prête, j'étais en train de bugger. J'ai fait, oh putain, il m'a trahi. Ok. Et on termine du coup avec celle qui nous a teasé un très joli projet pendant le showcase Xbox. Alors pas elle personnellement, mais son équipe. Mais je ne citerai pas non plus pour des raisons de voilà.
des commentaires, John? Aucun, moi, j'écoute, Ok. je vois tes paroles. Célia, comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va très bien. Le temps. Non, pardon, je. Qu'est-ce qu'on a avec le temps en ce moment? Ça va très bien. Je garde des petits huskies en ce moment. Du coup, ça me met de la super chance. bonne humeur. Ils sont trop gentils. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas les huskies là tout de suite là Alors, le trajet en métro, je leur ai épargné parce qu'il fait quand même chaud. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais du coup, ça me met de très bonne humeur dès le matin. Et je suis très contente d'être là parce que, mine de rien, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on ne s'était pas vus. Donc, C'est vrai, cool. c'est vrai. On a un épisode qu'on enregistre un peu tard Mm. dans le mois, ce qui est pas très habituel parce qu'on a dû faire face à des plannings un peu serrés. Mais voilà, on est tous là, on est tous très contents. Et de quoi est-ce que tu nous parles surtout pour cet Et épisode? moi, je vous parle d'une série que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, que sûrement la moitié de la Terre entière a déjà dû voir, qui s'appelle Modern Family, mais qui m'a tellement plu que du coup, je me suis dit que ça ferait une chronique assez sympa. Mais oui. Et bien d'ailleurs, c'est parti pour le premier sujet. Alors sachez-le, on enregistre sans les jingles. Donc, Ah, si, il y a un jingle juste avant, là. T'as pas entendu? peut-être. Ah, pardon, il n'y a que moi qui ai le retour. Parce que j'étais en train de secouer ma tête en C'est ça. mode j'ai le tempo dans ma tête. Genre en mode très très normal. Mais du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, après le succès phénoménal d'Arcane, le grand public a un peu une sorte de mise en bouche sur le lore derrière l'univers de LoL, justement, que tu nous mentionnais tout à l'heure, John. Riot n'a pas tardé à creuser côté spin-off et je suppose que tu vas nous en parler un peu plus en détail. Oui, puisque c'est ma chronique aujourd'hui, donc forcément. Je vais vous parler donc de The Matchseeker, a League of Legends Story. Donc oui, c'est un nom un peu rallonge, hein, j'ai toujours appelé ça Matchseeker, mais peu importe. C'est assez paradoxal parce que c'est un jeu indé de Riot Games. Donc bon, je vais vous expliquer. Alors déjà, LoL. Déjà, j'aime pas LoL. J'aime pas les MOBA. Vraiment, je comprends pas grand-chose. J'ai aucune envie d'aimer le genre. Vraiment. Donc, mais, heureusement, je vais pas vous parler que de LoL aujourd'hui. Mais je me suis, comme tu dis, intéressé par le lore grâce à la série Arcane, que j'ai trouvé fabuleuse, vraiment. C'est très beau, c'est très bien écrit, les persos sont très cool, donc trop bien. Et puis ils ont fait quelques jeux après le fameux LoL autour de cette licence. En fait, ils ont payé des studios indés pour faire des jeux, hein, très clairement. Et comme par exemple Rune King, qui est sorti avant Matchseeker, ou Convergence, qui est sorti pas très longtemps après, ou encore le jeu dont je vous parle ce soir, donc Matchseeker. Et puis, pourquoi je me suis intéressé à ça en fait? Parce que Digital Sun. Eh oui, et je sais pas si ça vous parle, mais Moonlighter, exactement. Ils ont fait 2 jeux et le premier est absolument génial, donc évidemment je voulais jouer au deuxième. Donc le pitch c'est quoi? Alors c'est sorti le 18 avril 2023, c'est dispo sur toutes les plateformes. C'est un action RPG ou hack and slash 2D en pixel art, donc de Digital Sun comme on disait, hein, les créateurs de Moonlighter. Donc là, si vous ne connaissez pas Moonlighter, bah, vous avez le droit de complètement arrêter le podcast et jouer à Moonlighter. Enfin, faites pause et vous revenez Mais après. faites pause. Ouais, voilà. Et maintenant que vous avez joué à Moonlighter, vous pouvez réécouter la suite. Donc en fait, on incarne Sylas, qui est un champion dans LoL. Donc je connais pas forcément trop LoL, hein, encore une fois. Et limite, je m'en fous du jeu. Mais en tout cas, voilà, je le cite parce que je me suis un peu renseigné quand même. Et donc ce personnage, il est capable de détecter les magies de ses compères et de les copier en fait. Donc il va copier la magie et la réutiliser, quoi. Un pouvoir assez fort en fait, hein, dans la vie quand même. Donc petit, on découvre sa vie dans le jeu, il était enfant, je sais pas, il a une dizaine d'années, un truc comme ça. Il fait une bonne action à un moment donné parce qu'il tente de sauver une petite fille, mais il utilise sa magie un peu devant tout le monde. Oh, c'est pas bien. Du coup, on va l'emprisonner, malheureusement, pendant 15 ans, avec 2 grosses chaînes à bout de bras, quoi. Donc une vie un peu de merde, hein, très clairement, pour commencer. Puis au bout de 15 ans, il utilise un subterfuge pour s'échapper. Et forcément, il est un peu énervé, quoi. Ça fait 15 ans qu'il est attaché à 2 grosses chaînes et voilà, le pauvre. Et coup de chance, en fait, parce qu'il va se libérer de ces chaînes-là, mais il va garder un peu les chaînes au bout des bras, quoi. Ça va un peu être un bout d'arme qui va exploiter, quoi. Donc il a quand même un objectif, on va dire, de vengeance, parce que bon, il a passé plus de la moitié de sa vie à être enfermé, c'est pas ouf, quoi. Et il va essayer de libérer les mages, en fait, pour les laisser vivre libres, ce qu'il aurait aimé avoir dans sa vie, quoi. Donc son combat est né de son emprisonnement, très clairement. L'histoire, sur le papier, elle n'est pas forcément incroyable plus que ça, mais bon, elle mérite. Enfin, on comprend un peu, on en a un peu de compassion pour lui, parce que ça doit quand même être chiant d'être emprisonné à 15 ans juste parce qu'il a voulu sauver quelqu'un.
Et il va croiser sur son chemin des personnages qui sont visiblement assez connus dans le lore de LoL, à savoir Garen, Lux ou encore Jarvan 4, que je ne connaissais pas évidemment avant de jouer au jeu, mais je vois que tu as déjà envie d'en parler, donc si tu veux, on en parlera après. Et tout ça se passe dans les contrées de Demacia. Après, finalement, c'est un mage qui récupère de la magie, qui ont des éléments. Il y en a 6, le feu, l'eau, le vent, etc. Enfin bref, un peu comme Pokémon, hein, si on résume. Hein. Voilà. Bon, allez, la comparaison s'arrête là. Pourquoi il faut jouer à ce jeu déjà, c'est les gens qui ont fait Moonlighter. Donc, je ne sais pas si je continue la chronique, mais... Voilà, c'est bon. Moonlighter, c'est incroyable. Hein. Enfin, franchement, il faut y jouer. Sinon, ça fait très fortement penser à Children of Morta dans le design. Donc déjà, là, si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez aussi jouer à Children of Morta, hein, qui est quand même très cool. Alors, mettre pause, faire Moonlighter... réécouter, remettre pause, jouer à Children of Morta et finir la chronique quand même. Mais ouais, c'est des plans bien taillés en 2D. Enfin, c'est vraiment très joli, je trouve. C'est du beau pixel, hein, comme on dit. C'est assez ouf en termes de narration. Au début, il y a une voix off qui est trop stylée. Vraiment, on est dans l'ambiance. Enfin, vraiment, j'ai trop kiffé dès le début. Sauf que après, c'est juste du texte qui est lu. Donc là, on connaît les restrictions budgétaires. C'est pas forcément toujours évident de doubler tout un jeu entièrement, mais ça met dans une ambiance directe et poum, ça retombe comme un soufflé, quoi, on va dire, jusqu'à la fin du jeu où la voix off revient, quoi. Donc c'est un petit peu dommage sur cette partie-là, mais quand même, ça met quand même dans l'ambiance. C'est ultra riche en détails, comme je disais, au niveau des décors. C'est d'ailleurs dommage, si vous voulez jouer sur Switch ou autre, sur un petit écran, vous allez rater des trucs, quoi. Ça m'est arrivé de m'arrêter, j'étais genre sur le canapé, un peu affalé et tout, je joue et je fais... je pose la manette et là je me rapprochais, je voyais les feuilles d'arbres bouger en pixels. Bon, c'est un truc que je kiffe, mais ouais, les plans sont assez détaillés, assez riches et rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, c'est sympa, c'est très très sympa au niveau des musiques en tout cas. J'ai mis pas mal d'éléments de comparaison. Je trouvais qu'il y avait une ambiance un peu blasphemous dans les musiques, alors peut-être plus sur les boss, ou alors il y a des moments, dans les moments assez épiques, j'ai écrit, et je trouve qu'il y a des inspirations assez fortes du genre Horizon ou Plague Tale, genre dans les instruments à cordes notamment. Donc ça m'a quand même bien mis. C'est le genre d'éléments qui me. Enfin, d'éléments, de détails, j'allais dire, mais ça me met des frissons, quoi. D'avoir une musique qui est assez épique comme ça, dans certains moments, je me dis, c'est ouf. Ça renforce mon envie de jouer au moment où je joue, donc c'est trop bien. Après, il y a un arbre à compétences que j'ai trouvé bien, mais qu'en fait pas trop, comme dans certains jeux que je ne citerai pas. C'est simple. Donc, on voit qu'on va évoluer sur 2-3 aspects, on a un peu plus de vie, un peu plus de force, etc. Et ça suffit, en fait. On n'a pas besoin de plus, je pense. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé. Une autre, c'est qu'on passe toujours par un hub, une sorte de village entre chaque mission, où on discute avec les différents PNJ qu'on va croiser dans notre voyage. Et le village va s'enrichir d'autres personnages avec lesquels on va parler. Donc chaque passage au village est toujours un peu plus long, parce qu'ils ont toujours une histoire à raconter en fonction de ce qui vient de se passer sur une des missions qu'on a vécues. Donc ça, c'est quand même assez cool. Enfin, je trouvais ça bien parce que les persos sont tous différents, ils ont tous un certain charisme. Évidemment, on a nos petits chouchous, tout ça, mais c'est quand même trop bien. Il y a, je cite, un système de combat serviable, pas transcendant, mais qui est adapté du personnage de LoL. Donc ça, c'est Jambes Fantôme sur le Discord qui m'a dit ça en message privé. Comme il a dit que le jeu se permet une réécriture de la relation entre Sylas et Lux. Donc c'est un sentiment que j'ai pas vécu parce que je connaissais pas leur relation à l'origine. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu parler à quelqu'un qui connaissait un petit peu plus le jeu pour comprendre un peu si c'était bien ou pas. Et ce qu'il faut dire, c'est que j'ai apprécié parce que sans connaître LoL, j'ai vraiment aimé le jeu. Donc comme quoi... ça peut être un vrai standalone sans connaître l'univers, quoi. Enfin, sans connaître LoL. Je connais un petit peu Arcane, mais je peux pas considérer connaître bien le lore. Et les combats de boss sont ouf, donc pas que dans la musique, mais je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. En fait, j'attendais vraiment ces moments-là, quoi. J'avais envie de rusher le niveau juste pour voir le boss et essayer de l'affronter, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont fait ça. Alors, je pense à Returnal, notamment, ou d'autres. Mais c'est vraiment des fois, je parcourais les niveaux, je faisais un peu des trucs en même temps et tout. Et quand j'arrivais au boss, j'étais focus à fond sur le boss parce qu'il y avait vraiment ce côté épique, trop bien dans les animations, dans plein de choses. C'était vraiment les meilleurs moments pour moi dans le jeu. Et il y a un trophée platine. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien autour de moi les trophées Oui. aussi. Je te regarde, Aileen, bien sûr. Que je trouve assez logique parce qu'il suffit juste de faire toutes les missions, de récupérer quelques oiseaux dans le jeu et de caresser. C'est pas le truc relou qui. Non, c'est pas relou du tout. Hein. Faut caresser un chien et caresser un cheval. Voilà, c'est ça, t'as le platine, quoi. Donc, franchement, c'est fun, c'est cool. Et on se force pas trop. C'est cool aussi parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu en termes de jeux vidéo. Enfin, vraiment, je trouve que c'est de pire en pire. Je me dis que ça peut pas être pire, mais c'est toujours pire. Et c'est un jeu qui fait que 10 heures en ligne droite, que 15 heures si on fait les missions secondaires et que 20 heures si vraiment on lit tout de chez tout, quoi. Et je trouve que c'est bien. J'aime bien les jeux qui sont pas trop longs. J'arrive plus à faire des jeux qui durent plus que ça, quoi. Donc c'est parfait.
Et puis, il y a des petites surprises dans la narration, justement, quand on connaît l'univers de LoL, donc des choses que j'ai pas vécues, mais que je pense que vous apprécierez. C'est quand même dommage. C'est dommage, mais je le cite parce que je sais que ça a été écrit dans certains tests, donc cette appréciation n'est pas de moi, mais je peux comprendre en tout cas, donc c'est plutôt cool. Quelques petits défauts quand même à vous partager, ce n'est pas un jeu parfait, ça reste un vrai couloir, hein. Il n'y a pas de surprise, les niveaux... il y a quelques on va dire, passages cachés dans les décors, mais limite il y a une flèche pour dire tu devrais regarder par ici. Donc bon, là-dessus, ok, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choix de magie qu'on fait évoluer, on peut voler un peu à n'importe qui, mais en vrai on peut bourriner le jeu, c'est quasiment pareil. Enfin, je peux utiliser du feu contre du feu, le combat il va durer 10 secondes de plus, mais c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc finalement pour moi ça c'est plus de la déco de magie. C'est joli, hein, les effets sont jolis et tout, mais je trouve qu'on peut jouer sans, quoi. Donc bon, c'est peut-être, ils auraient peut-être dû axer un peu plus là-dessus, mais bon, ça rend le jeu aussi plus simple, donc très bien. Pareil, il y a un choix de compagnon avant le combat, mais ça a peu d'impact. Et j'ai clairement écrit, on peut jouer n'importe comment, ça passe, quoi. Donc c'est limite des fois tu forces plus, quoi. Sauf contre les boss où tu fais attention, mais bon, sinon bon, pas ouf. Parfois c'est un peu confus parce que c'est quand même le personnage est assez petit à l'écran. Enfin pour donner une ordre d'idée, c'est peut-être 2% de l'écran, le personnage, et bah, tu rajoutes 30 ennemis qui te sautent dessus. Des fois, tu sais plus lequel t'as touché, tu sais plus lequel tu dois, à qui tu dois taper. Enfin bref, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Et c'est assez répétitif. Les niveaux sont un peu tous les mêmes. Au bout de 2-3 heures, on fait ok, bon, c'est toujours pareil, jusqu'au boss encore une fois, mais sinon, le cœur du jeu finalement. C'est court, mais ça aurait pu être plus court, je pense. Donc bon, ça c'était un petit peu dommage. Et après, j'ai trouvé quelques bugs un peu chiants. Genre, je ramasse un objet, je sauvegarde parce que je vais manger, puis je vais regarder un épisode de Ted Lasso. Et je passe comme ça. Je peux pas. C'est pas un coup de cœur. Hein. C'est trop tard. Ok. Et puis je reviens et je fais, mais je l'ai déjà fait ça. Donc bon, ok, ils ont pas forcément mis des points de sauvegarde alors que j'avais sauvegardé. Puis des fois, il y a un ennemi qui marche contre un mur. Il bouge plus, bon bah je le tue, bah voilà, il est mort. Donc bon, je me dis il y a des petits bugs un peu chelous comme ça, mais ça reste un petit studio, donc là c'était vraiment pour chipoter, quoi. Enfin, que dire de plus ? Bah en fait, je pense que c'est entre un bon jeu et un très bon jeu. C'est pas incroyable, ça vaut pas Moonlighter, ça je pense que vous l'avez compris. Et malgré quelques longueurs, c'est quand même sympa. Honnêtement, ça va. Et c'est cool, comme je disais, que ce soit accessible aux non-initiés de LoL. Ouais. Tu peux sortir de nulle part, t'as jamais joué à LoL, tu sais pas ce que c'est. Bon, on s'en fout en fait. Hein. Ça reste un jeu action RPG en 2D très beau. Ah oui, et j'ai quand même un truc à raconter très personnel. Je serais lié à vie à ce jeu. Je vous raconterai peut-être dans un bonus un peu plus tard, mais il y a un truc qui fait que je n'oublierai pas ce jeu. Hein. Et du coup, j'ai très envie de jouer à Convergence, puisqu'il est sorti juste après, et c'est un autre personnage dont je ne connais pas encore le nom, mais c'est de la plateforme, en 2D, en pixel art bien sûr. Hein. Il joue avec le temps, je crois qu'il fait des rewinds un peu, donc dans l'univers aussi de LoL, je ne sais pas ce que vaut ce jeu, mais j'ai juste envie d'y jouer. Puisque j'ai bien aimé celui-là, je me dis que l'autre. Et c'est bien, ça fait découvrir la panoplie de persos. Bah c'est ça en fait. C'est pas parce qu'il y a écrit LoL dessus que j'ai eu envie d'y jouer. C'est parce que là, c'était fait par des studios indés que je connaissais. Et comme quoi, du coup, on peut s'intéresser à des jeux indés via des gros studios. Je trouve qu'en tout cas, c'est un bon truc de Riot Games d'avoir fait ce genre de choses, d'avoir dit toi, t'as fait un bon jeu, bah maintenant tu fais un jeu pour moi, voici ton chèque. Je pense que c'est ce qui a dû se passer en coulisses, mais ça suffit à créer un bon jeu derrière, au moins un bon jeu, voire plus quand. Après, ça met souvent les petits studios sous pression des deadlines parce que forcément, je pense que Riot derrière a dit il faut absolument que vous sortez ça pour que vous le shippez. Ils ont mis un chèque et une date et après ils ont dit on revient plus tard. Enfin, je pense que j'ai malheureusement pas été chercher ce qui se passe autour de la création du jeu, mais j'imagine un truc comme ça. Ouais. On espère qu'ils ont eu des bonnes conditions de travail. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Après, c'est cool parce que ça laisse de plus en plus de place dans un marché qui est en train de se faire bouffer par tous les gros. Merci Microsoft et Sony. Mais voilà, en tout cas, c'est cool parce que moi, je l'aurais jamais fait ce jeu. Oui. Et ce que j'ai pas dit, bien sûr, mais vous l'avez tous lu puisque vous écoutez le podcast et vous avez votre téléphone sous les yeux, il y a le lien de la BO Spotify mais bien sûr. Dans la description. Tout à fait. Naturellement. Et du coup, il y a juste des patterns différents sur les boss ou est-ce que même pas? Il y a des phases, des fois tu penses que tu l'as tué, mais en fait il se transforme et il a toute sa vie. Enfin bon, c'est des trucs assez basiques. Ouais. Mais voilà, après il y a une vraie transformation des personnages qui, pour le coup, font plus de 2% de l'écran, mais genre 40. Il faut intervenir leurs petits mignons sur la route, etc. Enfin,
c'est plus qu'un simple combat où tu fais que taper, quoi. Donc je trouve que c'était le fait marquant dans les combats, en tout cas, Ok. qui fait que. Et tu peux scaler le niveau de difficulté ou pas Eh bien, je me suis posé la question en écrivant cette chronique il y a très longtemps, il y a 2 heures. Je sais plus s'il y avait un choix de difficulté, mais je suis pas sûr. Donc, Ok. j'ai un doute, honnêtement. Il y a moyen que j'ai mis normal ou facile, mais ouais, il m'est arrivé de perdre 2-3 fois contre les boss et d'y arriver au bout de la 3e fois, donc ou 4e fois. Donc ça m'a pas choqué en fait. C'est très accessible. Pour la petite anecdote, du coup, Silas, effectivement, pendant son temps en prison, en fait, rencontre Lux, qui vient d'une famille richissime, ultra influente dans Demacia et qui, en fait, devient super pote avec lui parce que elle lui file des bouquins, lui raconte ce qui se passe dans le monde extérieur. Et en fait, Silas, pendant sa condamnation, donc reste pas non plus H24 dans sa cellule, mais en fait, il va, je crois, bosser pour les forces de Demacia pour pouvoir en fait détecter et identifier. En fait, ça va être une sorte de Blade Runner des mages où en fait, il va chasser les mages qui se cachent et qui sont pas identifiés par les autorités de Demacia. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait un truc en mode, en fait, il essaye de du coup faire le contraire en sortant de prison et en se disant, ok, en fait, je vais tous les libérer et on va créer une sorte de hyper puissance avec laquelle on pourra se venger de cette société si restrictive et oppressante. Voilà, c'était le seul truc que je connaissais de Silas. Merci. Je connais pas grand chose de plus que le jeu. Donc, voilà. Célia, est-ce que ça te botte? Alors, moi, je suis comme John, c'est-à-dire que LOL, vraiment, pas du tout ma cam. J'ai vu plusieurs fois mes petits frères y jouer et vraiment, le MOBA, c'est pas mon truc du tout. Enfin, je comprenais rien, ça part dans tous les sens. J'avais l'impression qu'ils faisaient tout le temps la même chose. Enfin, vraiment. Par contre, j'ai adoré Arcane. Enfin, vraiment, je l'ai dévoré en, je sais pas, même pas 2 jours, je crois. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très intelligent de la part de Riot d'avoir tenté d'aller justement sur d'autres plateformes pour cibler des nouveaux publics. Donc c'était très très malin. Après, je pense quand même pas faire ce jeu, déjà parce que les hack and slash, c'est pas du tout mon truc non plus. J'ai déjà essayé d'en faire et vraiment au bout de 10 minutes, comme tu le disais, c'est quand même très redondant. Moi, je m'ennuie en fait assez vite. En termes d'histoire, en tout cas ceux que j'avais fait jusqu'ici, c'était pas très profond, pas très riche. Et moi, j'aime vraiment, vous le savez, faire des jeux narratifs avec des thèmes profonds et assez riches. Donc voilà, je trouve ça très chouette qu'ils aient mis ça en place et surtout qu'ils fassent travailler des petits studios parce que ça crée toujours quand même de la visibilité, même si ils n'en avaient pas forcément besoin, puisque Moonlighter, j'ai bien compris, est un jeu exceptionnel. Pas très connu, malheureusement. mais voilà, pour le coup, tu le disais aussi, le marché du jeu vidéo, ça devient n'importe quoi. Il y en a 15 qui sortent par jour. Donc, c'est un peu compliqué de faire rentrer ça dans le planning. Donc, je pense pas que c'est un jeu que je tenterai, mais en tout cas, c'est intéressant de les voir aller sur, un peu sur d'autres chemins, on va dire. Voilà. Ailey? Écoute, j'ai un peu le même constat. LOL, c'est un type de jeu que j'adore regarder parce que j'étais au Worlds. J'avais adoré l'ambiance et tout. Arcane, j'avais adoré. Après, un format hack and slash, pourquoi pas? Parce que moi, j'aime bien les hack and slash, un peu le moment où je me repose la tête. Parce que si je fais Persona à côté, ça n'a rien à voir. C'est des jeux qui prennent beaucoup trop ta vie. Donc ouais, en vrai, je serais plutôt curieuse. C'est vrai que je pense que si tu m'avais pas si on m'avait pas dit la surcouche entre guillemets LOL, j'aurais été un peu plus, je serais peut-être allée à reculons, mais t'as dit un peu les mots clés. Indie, hack and slash, entre 10 et 15 heures, platine. Donc voilà. BO sympa. Et sympa. Donc oui, et surtout la BO. Du coup, ouais, curieuse. Je mettrais peut-être dans ma wishlist. Peut-être. Parmi les 200 autres jeux qu'elle a dans sa wishlist. Exactement. Et c'est sur console ou PC? C'est surtout. Surtout. Ah, parfait. Ok. Oui, je l'ai fait sur PS5, mais bon. Ouais.
EB. C'est du coup, c'était The Match Seeker, action RPG développé du coup par Digital Sun, publié en avril de cette année et dispo du coup sur Switch, PC, PlayStation, One, Series, whatever, autour de 30 €. On va maintenant parler d'un sitcom. Il n'y a plus de teaser, c'était horrible, qui a un peu cassé les codes, notamment du genre, parce que je pense que c'est un des premiers qui, en fait, a refusé de faire usage des rires préenregistrés, dont on a souvent l'habitude dans ce genre de série. Célia, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, et déjà, petite parenthèse par rapport à ça, ça fait beaucoup de bien de ne pas entendre les rires derrière. Clair. On aime ça. Donc oui, du coup, moi, je vais vous parler de Modern Family. C'est donc une série télévisée américaine. Il y a 250 épisodes et elle a été créée par Steven Levitan et Christopher Lloyd. Et avant que vous posiez la question, parce que je me suis posé la question, non, ce n'est pas l'acteur de Retour vers le futur. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait tic. Je me suis dit, non, quand même, il s'est pas monté là-dedans. Et j'ai été voir, pas du tout. Donc, rien à voir. Du coup, en fait, cette série, elle a débuté en 2009 et elle s'est terminée en 2020. Donc, c'est pour ça qu'en intro, je vous disais que j'étais vraiment très, très en retard. Parce que moi, j'ai dû la commencer il y a à peine 3 mois, quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de saisons, donc je suis un petit peu en retard. Je ne l'ai pas encore fini, mais je me suis dit que ce serait quand même sympa de la mettre en avant parce que c'est une série qui fait du bien, qui permet de se poser un peu le cerveau et surtout qui aborde des thèmes qui sont quand même assez chouettes. Donc voilà, d'où la chronique aujourd'hui. Alors, je crois qu'elle est encore en diffusion sur Énergie 12, il me semble, en français, si je ne me trompe pas. Ça existe encore. Oui, ça existe encore, Énergie 12, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, je crois ne pas me tromper. Mais bon, personnellement, en tout cas, je regarde sur Disney+, en VO, parce que voilà, je regarde mes séries en VO. Je trouve que c'est quand même un peu plus sympa, même si la plupart du temps, les doublages français sont très, très bons. Alors, qu'est-ce qui m'a... déjà, un peu, pour vous parler un peu de la série. Donc, en fait, on suit une famille qui s'appelle la famille Pritchett. Et il y a du coup 3 foyers dans cette famille. Donc on a vraiment le père de famille qui a eu 2 enfants, qui s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, une Colombienne, qui a déjà un enfant de son côté. Donc ce père de famille, comme je disais, a 2 enfants. Donc une fille, pareil, donc, qui s'est mariée de son côté, qui a 3 enfants. Et un fils qui est marié à un homme et qui ont tous les deux adopté une petite fille vietnamienne. Donc voilà, c'est vraiment 3 foyers qui n'ont absolument rien à voir, qui fonctionnent et qui pensent complètement différemment. Et pourtant, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque épisode, il y a cette idée un peu de morale qui ressort pas mal de sujets de ça reste une famille, ils sont quand même très proches, ils s'aiment beaucoup et malgré leurs différences, en fait, on sent qu'ils ont vraiment un lien qui est assez fort. Et c'est aussi ce que je trouve qui est sympa, c'est que dans chaque épisode, on ressent un peu ce truc-là, y avoir le moment un peu critique, et puis hop, à la fin, ça se termine souvent très bien. Donc c'est très feel good, et ça fait beaucoup de bien. Donc moi, vous le savez, j'adore la série Friends, j'adore la série Brooklyn Nine-Nine, je vous en avais parlé. Et je cherchais un peu des séries feel good comme ça. Alors j'ai essayé The Office, j'ai pas énormément adhéré, je suis désolée John. ne mettez pas ce podcast en pause s'il vous plaît, restez là. Après les rires, wouh. J'ai regardé How I Met Your Mother par exemple, Big Bang, qui sont vraiment des séries très très sympas aussi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas une série qui vraiment m'avait fait un peu sourire, rire, bon pas pleurer quand même pas à ce point-là, mais où vraiment parfois j'ai une pause le midi, je sais pas, j'ai 30 minutes, je regarde un épisode et en fait ça me rebooste et je me sens vraiment bien juste après. Donc ça faisait longtemps qu'une série un peu humoristique m'avait pas fait ressentir ça. C'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui. Et pour parler, justement, pour faire le lien avec The Office, quelque chose qui m'a marqué dans cette série, c'est que c'est tourné, en fait, un peu comme dans The Office, c'est un format documentaire. Donc, en fait, tous les personnages de cette famille ont des moments où, en fait, ils vont parler à la caméra, un peu comme dans The Office, pour expliquer pourquoi ils se sont retrouvés dans telle situation. Parfois, ils se retrouvent à 2, donc ils discutent un petit peu à 2 ensemble, ils échangent sur ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là, ou, je sais pas, les souvenirs, par exemple, qui leur est arrivé dans le passé, ce genre de choses.
Et on a aussi ce côté caméra pendant en fait les épisodes, donc pas forcément pendant ces petits moments où on les voit que à 1 ou 2, où par exemple on va avoir une situation, un personnage va dire quelque chose et l'autre personnage va regarder la caméra en se disant bon bah soit j'espère que la caméra a vu ce moment et l'a filmé, ou plutôt même l'inverse en se disant oh là là, bon bah j'espère que ça n'a pas été filmé parce que ça me met un petit peu dans l'embarras. Donc voilà, c'est un peu particulier, on peut se dire, comme format filmé, mais moi j'aime bien parce qu'en fait ça rend ça plus humain et en fait on est immergé vachement plus, je trouve, dans cette famille un peu originale et rigolote, quoi. Voilà. Pour vous parler un peu plus des personnages, alors je vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal, mais je me suis dit que j'allais vous parler un peu surtout des adultes parce que on voit pas mal les enfants, mais moi je pense que je suis pas encore assez avancée dans la série. On les voit un peu évoluer, grandir, ils commencent à prendre de la place, mais je pense que ça évolue de plus en plus justement avec les saisons et j'imagine qu'on les voit de plus en plus justement. Mais là pour le coup, moi je suis vraiment c'est très focusé sur les réactions des parents, leurs relations entre eux, par rapport à leurs enfants, leur famille, etc. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu du père de famille, du patriarche, on va dire, qui s'appelle Jay. Donc comme je le disais, il est remarié à une femme plus jeune. Et lui, ce que j'aime bien dans ce personnage-là, c'est que c'est vraiment le père de famille un peu conservateur, assez brut de décoffrage, qui va un peu balancer ce qu'il pense sans vraiment réfléchir aux conséquences que ça peut avoir derrière. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, c'est chouette parce qu'on le voit évoluer, on le voit se rendre compte qu'il a fait des erreurs, par exemple, dans l'éducation avec ses enfants. On comprend que, par exemple, quand il a appris que son fils était gay, ça a été un peu compliqué pour lui, justement, d'appréhender ça, de savoir comment réagir. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, on voit que son fils, il en est très fier, que c'est bon, il a intégré cette information, qu'il a complètement pris sous son aile le compagnon, justement, de son fils. Donc ça, c'est chouette aussi, ça fait du bien de voir, justement, des personnages qui sont peut-être un peu fermés au départ et qui évoluent positivement. Je trouve que le message est intéressant et plutôt positif, justement. On a mon personnage préféré qui est Gloria. Alors Gloria, c'est la femme de Jay. Donc voilà, c'est une femme qui vient de Colombie, qui est venue du coup aux États-Unis avec son fils. Alors pourquoi j'adore Gloria ? Déjà parce que c'est une personne qui est toujours très positive, mais qui parle très très fort, qui chante très très faux, qui va se tromper parfois dans les traductions qu'elle met en avant quand elle parle anglais, notamment parce qu'elle a quand même son accent forcément espagnol qui ressort beaucoup. Mais c'est une personne en fait qui est haute en couleur et surtout qui chamboule un petit peu toute cette famille qui est quand même assez simple et qui essaye d'avancer tranquillement dans sa petite vie et de pas trop faire de vagues. En fait, dès qu'elle arrive, c'est un peu un ouragan. Mais moi, j'adore ce genre de personnage. Je trouve que justement, ça fait du bien. Et surtout, c'est un personnage pour qui sa culture colombienne est très, très importante. Donc moi, parfois, j'apprends plein de choses sur les traditions colombiennes, sur la nourriture colombienne, ce genre de choses. Donc c'est pareil, je trouve que c'est un petit plus qui est assez sympa et qui permet de ne pas rester justement sur le carcan un peu, la famille américaine, les clichés, etc. Après, on a la fille de Jay, qui s'appelle Claire. Alors Claire, moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a une famille qui est vraiment pas facile et très, très, très différente. Donc, elle a son mari, Phil, qui est adorable, mais qui est complètement largué. C'est vraiment le père de famille qui essaye de rester cool, d'être proche de ses enfants, d'essayer de rester un petit peu jeune. Mais bon, en fait, en faisant ça, il est souvent très maladroit et surtout complètement à côté de la plaque, en fait, au final. Donc, elle gère ce mari qui est quand même un peu un enfant et surtout, elle a 3 autres enfants. Donc, elle a la plus grande, qui est adorable, mais qui est un petit peu la midinette, très jolie, mais bon, malheureusement, qui, en tout cas, les premières saisons montrent qu'elle en a malheureusement pas beaucoup dans le cerveau. Sa petite sœur qui pour le coup est tout le contraire, donc elle c'est une jeune fille très intelligente mais socialement elle est un peu dans sa bulle, elle n'a pas vraiment d'amis, c'est complètement le contraire de sa sœur. Et il y a le petit garçon qui lui est juste une catastrophe sur pattes, qui fait un pas et qui se casse 3 jambes, qui fait des expériences complètement dangereuses tout le temps, et du coup cette mère de famille, elle est obligée en fait de gérer un peu tout ça. Donc forcément parfois de passer un peu pour la personne
un peu dur, un petit peu qui doit être sûr d'elle, mais qui punit beaucoup, face à ce papa qui, pour le coup, lui, est très cool et se prend beaucoup moins la tête. Mais c'est sympa aussi de voir que, au fur et à mesure, en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans les saisons, la vision justement de sa famille par rapport à ça évolue aussi un peu. Ils se rendent compte de plus en plus de tous les sacrifices qu'elle fait. C'est une mère, encore une fois, c'est une mère au foyer, mais qui a besoin de faire plein de choses, qui est très énergique, qui essaie de trouver un peu de travail pour pouvoir s'occuper la journée. Donc elle est un peu comme Gloria, du coup, dans le côté mère au foyer, mais la manière de fonctionner est complètement différente. Et c'est aussi chouette d'avoir un personnage comme ça dans cette série. Et après, le dernier personnage que je voulais mettre en avant, c'est Mitchell, du coup, le fils de Jay. Donc Mitchell, il est marié à Cameron. Et donc c'est très marrant parce que ce couple-là, vraiment pareil, n'a rien à voir. Mitchell, ça va être quelqu'un qui est un petit peu coincé, qui aime, pour qui le travail est très important. Il aime vivre assez discrètement. Il aime faire sa petite vie avec sa famille sans faire trop de zèle et sans faire trop de bruit. À part quand il est en compétition avec sa sœur, et les épisodes d'ailleurs sont très très drôles quand ça arrive. Et justement, pour le coup, son mari, du coup, son compagnon qui va devenir ensuite son mari, Cameron, lui, c'est complètement le contraire. C'est un personnage qui est très extravagant, qui assume complètement son homosexualité, qui est dans les clichés et qui le dit lui-même. Il en a rien à faire. Lui, il s'assume tel qu'il est et ça fait vraiment beaucoup de bien aussi d'avoir quelqu'un comme ça. C'est un personnage qui adore se déguiser en clown. Je le précise parce que personnellement, je n'aime pas du tout les clowns. J'en ai pas peur, mais je n'aime vraiment pas ça. Et donc, il y a certains épisodes où il se déguise en clown et à chaque fois, je suis terrorisée en me disant mais comment c'est possible de vivre avec quelqu'un qui aime se déguiser en clown, mais aussi bien. Il y a un épisode où il se réveille la nuit. Mais en fait, il est déguisé en clown dans le lit. Moi, ça me terrorise de me dire que ça peut arriver, ce genre de choses, vraiment. Mais du coup, les situations sont ultra cocasses et rigolotes. Et c'est pareil, du coup, un couple qui n'a rien à voir et pourtant qui sont ultra touchants, ultra mignons. Et en plus, ils adoptent leur petite fille, Lily, qui vient du Vietnam, qui a un caractère bien trempé aussi, donc qui met pas mal d'ambiance dans la famille. Donc voilà, des personnages vraiment qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, tout ça, ça fait une famille super harmonieuse. Et surtout, c'est chouette parce que ça permet de se retrouver en fait dans un ou plusieurs personnages plutôt que d'avoir, encore une fois, comme je disais, le cliché de la famille américaine qui fonctionne d'une telle manière où chaque personne ressemble à l'autre et il n'y a pas un personnage en particulier qui va ressortir. Là, ils ressortent tous un petit peu les uns par rapport aux autres parce qu'ils ont des façons de fonctionner et de penser qui sont différentes. Et surtout, le casting qui est vraiment très très bon. Là, pour le coup, j'en ai parlé un peu après, mais je trouve qu'ils ont fait un super travail à ce niveau-là aussi. Alors du coup, pourquoi il faut regarder Modern Family ? Selon moi, évidemment. Comme je le disais, déjà, si vous aimez les séries à la Friends, à la Brooklyn Nine-Nine, franchement, ça fait du bien d'avoir une série comme ça qui permet de se poser un peu le cerveau. En plus, c'est des épisodes qui sont très rapides, ils sont entre 20 et 22 minutes, je crois. Donc voilà, vous avez une petite pause par-ci par-là, hop, vous vous posez devant. C'est assez rapide à regarder. C'est léger, en fait. Ça fait rire, ça touche. Et en vrai, j'ai vraiment hâte de voir un peu comment ça va évoluer par la suite, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de thèmes qui n'ont pas été abordés. J'espère que ce sera fait intelligemment. L'humour, on t'en parlait justement en introduction, mais déjà ne plus avoir les rires, vraiment, moi c'est quelque chose qui m'horripilait un peu. Alors on finit par s'habituer quand on regarde des séries, mais c'est quand même agréable de ne plus avoir ça en fond et de se sentir un peu obligé de rigoler à chaque fois qu'on les entend. Et du coup, comme l'humour est vraiment différent en fonction des familles, en fonction des personnages, je pense que ça permet aussi de s'ouvrir à des publics complètement différents qui vont adhérer plus à un certain humour par rapport à un autre. Donc ça, c'est chouette aussi. Les actrices, les acteurs, franchement, le casting, moi, je trouve, a été top. On a l'impression que vraiment, ils ont pris des gens qui se connaissaient déjà, une famille qui existe déjà et qui les ont mis dedans. Tellement il y a de l'harmonie, tellement ils s'entendent bien les uns avec les autres. Vraiment, ça colle complètement. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de tomber sur des reportages ou des petits témoignages ou des plateaux télé dans lesquels ils étaient présents, justement. Et on voit en fait qu'il y a vraiment cette harmonie, cette fusion entre eux. Franchement, ils les ont vraiment bien trouvés. Donc ça participe aussi beaucoup, je trouve, au charme de la série. C'est une famille en fait qu'on suit pendant des années, forcément.
Donc un peu à la Desperate ou à la Big Bang Theory par exemple. On les suit du début jusqu'à... je ne sais pas trop comment ça se termine, mais j'imagine peut-être à partir du moment où les enfants vont commencer à partir de la maison par exemple. Et d'ailleurs c'est assez marrant de voir les enfants. Forcément c'est avec eux que c'est le plus marquant, mais en fait ils y grandissent super vite, quoi. Enfin, moi je retombe parfois sur les photos de la première saison, là je suis à la 4e, et je vois le Luc par exemple, le petit garçon, il a plus la même tête, on voit qu'il a vraiment grandi. Lily pareil, on sent que ça devient une petite jeune fille. Enfin, c'est assez... En fait on suit vraiment cette famille comme si c'était notre famille à nous, on les voit évoluer, et franchement ça participe encore une fois à cette immersion qui est vraiment sympa. On s'attache vite, et puis du coup on s'attache longtemps parce qu'on les suit vraiment du début à la fin. Après, comme je le disais, ils ont vraiment chacun a son caractère, sa façon de penser, sa façon d'agir. Du coup, ça fait du bien de voir autant de personnalités différentes, on se sent impliqué. Moi, il y a des personnages dans lesquels forcément je me reconnais un petit peu plus que d'autres, donc ça c'est chouette aussi. Un petit point que j'ai pas vraiment abordé, mais je trouve que c'est un petit plus sympa aussi, c'est qu'il y a des origines qui sont différentes en fait dans cette série. Forcément il y a des Américains, mais on a aussi des Colombiens, on a une petite Vietnamienne, et peut-être que même ça va évoluer avec les saisons. Donc ça, je trouve que c'est un petit plus qui est quand même aussi sympa, de plus voir que des hommes blancs de 30-40 ans dans les séries. Et ça aborde des thèmes qui sont... Alors, c'est abordé de manière légère, c'est assez subtil, et je pense que c'est pas le but premier, mais c'est quand même présent, donc ça, je trouve que c'est cool. On a le thème du père de famille riche qui se marie avec une jeune femme colombienne. Ça parle un peu de l'immigration aux États-Unis, des couples homosexuels, notamment le couple homosexuel qui adopte une petite fille. Enfin, vraiment, il y a des petits thèmes comme ça qui sont mis en avant de manière assez légère, mais qui ont quand même au moins l'avantage d'être présents. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mais forcément, il y a des petits points négatifs. Sinon, c'est pas drôle parce que cette série n'est pas parfaite. Ce qui m'a un peu marqué, je vais pas dire déçu parce que je trouve que ça participe quand même au charme de la série, mais c'est le fait qu'il y ait certains clichés qui est vraiment la vie dure, quoi. Je vous parlais de Cameron tout à l'heure, c'est un personnage homosexuel qui s'assume complètement, c'est super, mais vraiment parfois je trouve qu'il est mis en avant de manière très, voire peut-être trop extravagante. Les deux femmes, les deux mères qui sont mises en avant, elles sont femmes au foyer toutes les deux. C'est un peu dommage, peut-être que ça aurait été chouette d'en avoir une un peu carriériste ou qui fait autre chose que juste s'occuper de la maison. On a la fille populaire dont je vous parlais aussi, c'est vraiment le cliché de elle est là pour être belle, elle fait un peu plante verte, mais on se rend compte qu'elle n'a pas forcément de choses à offrir. Alors heureusement, ça évolue positivement, donc ce qui est chouette, mais c'est vrai que quand on voit ce cliché au début, on se dit peut-être qu'il pourrait apporter des choses un peu plus intéressantes à son personnage. Mais comme c'est amené assez légèrement et que, en tout cas, j'ai l'espoir que ça évolue de manière plus positive et intelligente, je pense que c'est des choses qui peuvent changer ma vision justement de ces petits clichés-là. Donc voilà, en conclusion, Modern Family, franchement, c'est plein de charme. Moi, je suis très contente de suivre un peu cette famille, de voir comment elle évolue, de voir un peu comment chaque foyer s'immerge dans le foyer de l'autre, de voir un peu cette osmose en fait qui se crée, qui se sépare parfois et puis qui revient au fur et à mesure des épisodes. C'est sympa de voir des thèmes qui sont importants et modernes être mis en avant de manière assez fine quand même, assez fine, pardon. Et du coup, j'ai hâte de la finir pour voir un peu comment ça va évoluer. J'espère que ça va pas être trop redondant ou que je vais pas me retrouver à un moment donné à m'ennuyer. J'espère qu'ils vont arriver à garder ce côté un peu rythmé et sympa dans cette série parce que il y a quand même 8 saisons si je me trompe pas. Donc non, plus que ça. J'aurais dit 11 ou 12. Voilà. J'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai pas regardé. Je ne suis pas sûr de cette information, mais je pense qu'on peut la vérifier le temps que tu finis. En tout cas, il y a 11, voilà. Donc donc je suis très loin du compte. Du coup, beaucoup de saisons. J'espère qu'il n'y aura pas ce côté on continue jusqu'à ce que vraiment la série s'étouffe et qu'on sache plus quoi dire. En tout cas, pour le moment, je m'ennuie pas et je trouve que le rythme est vraiment bon. Donc voilà, c'est frais, c'est doux, c'est relativement moderne, c'est sympa, ça se regarde tranquillement. C'est Modern Family et je vous le conseille. C'est beau. C'est beau. John, je te voyais réagir tout à l'heure. Ouais, parce que j'ai vu les 11 saisons. Et je répondrai pas en direct à tes questions, mais il y a des choses qui évoluent.
Comme ça, je reste très vague. Ça, c'est cool. J'ai trop kiffé cette série, c'est vraiment trop bien. Par rapport à The Office, c'est forcément moins bien. Ah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pas la même comparable. chose. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans cette série, je sais pas si je l'ai eu d'abord dans Brooklyn Nine-Nine ou dans Modern Family, mais c'est la densité des blagues à la seconde. C'est-à-dire que il commence une blague, le temps que je la comprenne et que je rigole, il y a déjà une deuxième qui est lancée, qui est déclenchée, et en fait, ça va hyper vite. Enfin, c'est un truc genre en mode... tu sais, je rigole, je fais attends, mais je rigole aussi pour celle d'après. Enfin, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des rires en fond parce que c'est hyper drôle dans certains moments. Et c'est ça se passe souvent dans des maisons ou autour. T'as genre un gamin qui descend de l'escalier, qui va faire une blague, t'as le père qui passe en dessous, après t'as la femme qui sort d'une autre pièce, etc. Enfin, et c'est un enchaînement, quand ils sont tous ensemble dans la même pièce, c'est le bordel et c'est ultra drôle. Et comme toutes les séries un peu comme ça, où il y a plein de persos qui sont équivalents en termes de passage à l'écran et qui ont tous un peu leur charisme, bah, des fois il y a des croisements, c'est pas toujours les mêmes qui sont ensemble et du coup il y a des scènes qui sont un peu éloignées. Enfin, ces duos, trios qui sont constitués à chaque épisode sont trop bien, je trouve, c'est vraiment trop cool. Mais ouais, le côté richesse au niveau des blagues, c'est trop bien et en effet ça passe super vite. Enfin, je trouve qu'un épisode est ultra dense en fait. Ça pourrait être fait en 30 minutes, mais en fait en 20 il condense tout et t'as pas le temps de te lasser, quoi. Ça m'est arrivé de regarder un épisode et puis en fait je me rends compte que j'en ai regardé 3 et j'ai pas vu le passer. Alors que pourtant chaque épisode vraiment à ce moment de t'as une histoire précise, il y a le moment un peu critique, compliqué et puis bon ça se termine bien, voilà. Et c'est un peu on va dire un match qu'on retrouve à chaque fois, mais ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de me dire purée j'ai déjà regardé 3 épisodes vraiment pour dire à quel point ça passe super vite et qu'on passe des bons moments, quoi. Ouais, et puis après, comme tu dis, il y a des thèmes. Genre le clown, il revient très souvent. Il revient trop souvent. Et comme tu dis, j'aime bien l'aspect légèreté de certaines mises en situation, que je trouve encore plus fort dans une autre série qui est Superstore. Pour le coup, là, oui. il y avait une chronique Très déjà sympa. dans un épisode précédent, et c'est trop bien. Mais ouais, Modern Family, c'est un truc, voilà, c'est cool. Une pause déj en télétravail, c'est parfait. Donc, ouais, faut regarder, clairement. Ça a été d'ailleurs récompensé maintes et maintes fois après la diffusion. Genre une année après, t'avais que ce soit les Emmy ou les Golden qui récompensent les séries comme étant la meilleure série comique ou la meilleure réal très souvent, ou même le casting pour le coup. Mais moi je pensais que c'était terminé. C'est pareil, c'est fini, hein. Oui, c'est fini. Oui, non, mais je veux dire- 2020. Ah ok. Ouais. Ok, donc je ne suis pas folle. Non, c'est fini. C'est vraiment fini. À la fin de la saison 11, il y a une fin, quoi. Oui, voilà, ok. Après, c'est pas ce qu'on cherche le plus dans ce genre de série, mais ça s'arrête. Oui, mais voilà, c'est bien, ça a ce côté, voilà, on sait que c'est terminé, il n'y aura pas de saison superflue, il n'y aura pas de reboot un peu maladroit. Ne jamais dire jamais. Ne faites pas de reboot. Mais après, tu vois, si on compare avec Big Bang Theory, là, tu disais, ça pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment trop tiré sur la corde. Enfin, c'est trop long. Moi, quoi. j'ai arrêté Big Bang. J'ai fini, mais en mode, c'est bon, quoi. Genre, il y avait un trophée au bout, quoi. J'ai souffert pour aller exactement. au bout, quoi. Et là, Modern Family, je pense qu'il y a 1 ou 2 saisons peut-être de trop. Pas la dernière, pour le coup, ça rattrape un peu. Mais Est-ce que c'est les 2 années où ils n'ont pas été lauréats? je sais pas. mais en vrai, ouais, je pense que c'est entre la 8 et la 10, c'est un peu mou, quoi, on va dire. Enfin, c'est toujours un peu pareil finalement. Et la 11, peut-être qu'il y a l'émotion de allez, c'est la dernière, on se remet dedans et tout. Mais bon, en 8 saisons, ça aurait peut-être été mieux. C'est peut-être pour ça que tu as dit qu'il y en avait que 8. J'avais en tête ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, moi j'ai eu complètement ce ressenti aussi avec Big Bang. Bon, vraiment, j'aime beaucoup cette série. Et je trouve que la dernière saison, notamment la fin, et c'est une belle conclusion, donc ça a été. Mais j'en avais marre sur la fin, quoi. J'étais vraiment en mode, en fait, les personnages n'évoluaient plus. C'était un peu tout le temps la même chose. Je rigolais moins. Et donc j'avais un peu peur justement que ça fasse cet effet-là avec Modern Family, surtout avec 11 saisons. Donc ça me rassure bien de savoir que c'est pas le cas. Mais les enfants, comme tu dis, ont grandi avec, quoi. C'est ouf. Oui. Et surtout dans ce genre de série. Qu'ils aient gardé les mêmes et tout, Ouais. c'est ouf. C'est assez ouf. Et un truc que j'aime bien faire et que je conseille, c'est quand je finis un dernier épisode d'une série aussi longue, je regarde le premier juste après, en mode waouh, ça a tellement évolué, quoi. C'est une bonne idée. Surtout sur les enfants, quoi. C'est trop rigolo. Ouais, j'étais en train de me dire How I Met, c'est pareil, ça m'a gonflé. Trop long. Ah oui, moi je me suis arrêtée. Et en plus, ils ont fait une contre-série Ouais. du côté de la mer que j'ai jamais voulu regarder parce que j'étais dégoûtée à la fin de How I Met, c'était trop relou. Mais en vrai, c'est important les fins dans ces séries-là ou pas, Non. selon vous? Non, mais après, c'était la question de la Oui, série. c'était. Ah ouais, mais Ça mais répond- donc, ça, t'as si envie je de posais savoir, répondre à la question, quoi. Mais limite, faudrait même pas regarder le dernier épisode, quoi. En mode bon, bah, on saura jamais. Et je sais Mais pas. tu peux pas faire ça, c'est trop C'est- ouais. frustrant. Moi, j'ai bien aimé la fin pour le coup, parce que Ah, justement. j'ai pas du tout aimé.
Ok. Non, moi je me suis dit tout ça pour ça. Exactement. Vraiment. J'étais trop Exactement. déçue. Ouais, ça, pareil. C'est un prétexte. Pareil, c'était beaucoup trop long et du coup, t'avais vachement d'expectatives sur le comment ça va finir. Et ben en fait, c'était nul à chier. Voilà, Merci. c'était mon avis sur How I Met. Bonne soirée. J'allais dire ça. Hailey, Oui, Modern Family. pourquoi pas, mais moi en ce moment je vais essayer déjà de continuer The Office, je suis à saison 4. Ah, merci. J'ai recommencé, je t'assure, c'est il y a au moins 5 fois la première saison me parce qu'elle m'a dégoûtée. Ouais, non, franchement, la première saison, elle Et je me est- dis j'arrive pas. Et 5e fois, je sais pas comment. Peut-être que j'étais de bonne humeur. Non mais parce que l'humour était vraiment. C'est un peu c'est compliqué. lourd. C'est lourd sur la actuellement. première. En fait, sur la première saison, déjà, tu as zéro attache avec les personnages. Donc, Oui. tu apprends à savoir qui est qui fait quoi. Et il y a des moments ultra gênants. En Oui, mode cringe ouais, de en fou. mode cringe de ouf. Et je pense que passer la première saison, la Après, deuxième ça va. saison, ça va. Et après, ça va de mieux en mieux. Oui, exactement. Et du coup, déjà, il faut que j'arrive à me focaliser à finir Office. Et oui, pourquoi pas. Moi, ça fait longtemps que une série ne m'a pas fait vibrer. J'aimais bien justement Big Bang Theory. De base, moi, je suis plus Friends. Mais après, je pense qu'il y a 2 sens de lecture avec Friends. Je suis l'ancienne. Rien me gêne en fait. Je pense qu'actuellement. Je me dis, d'autres personnes qui découvrent Friends maintenant vont trouver ça cringe, un peu comme moi avec The Office. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé les portraits de famille. Et moi, je sais que j'aime bien parfois m'identifier. Donc, si j'arrive à m'identifier à, je sais pas, un personnage ou 2, je sais que je vais continuer. Je vais voir découvrir encore plus la série puis continuer. Donc, ouais. Non, pourquoi pas. Ce sera dans ma wishlist. Le 202e. Exactement, le backlog. Et ben merci Célia pour cette chronique. C'était donc Modern Family, sitcom américaine réalisée par Christopher Lloyd et Steven Levitan. Disponible sur Disney+, mais aussi les autres plateformes de VOD type Apple TV ou Google TV. Alors Heidi, tu nous l'as un peu teasé quand tu nous as présenté ta chronique en intro, mais Boris Vian, c'était quand même un écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, musicien, scénariste, acteur, peintre. Et aussi d'autres choses que je n'ai pas notées parce que j'ai mis une ellipse à ce moment-là. Mais c'est quand même, sans conteste, quelqu'un qui était très provocateur pour son époque. Quelqu'un qui maîtrisait ses mots aussi à la perfection et qui a récemment, du coup, inspiré le monde vidéoludique. Hailey, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce petit jeu. Enfin, un petit jeu. Petit jeu. C'est plus chétif comme surnom. Très récent, dont la direction artistique m'avait intriguée il y a quelques semaines en parcourant en fait Twitter, en tombant en fait sur un tweet d'Arte en disant oui, on fait un jeu qui a l'air trop cool, blablabla. Et déjà j'ai vu quelques petits mots clés point and click, sympathique. C'est aussi, donc c'est du coup la dernière production d'Arte et du studio La Poule Noire. Et en fait, ce jeu, qui n'est autre que To Hell with the Ugly Guy, qui en français pourrait donner Et on tuera tous les affreux. Parce que ça, c'est l'œuvre originale de Boris Vian. Alors, à l'origine, pour le développement de ce jeu, La Poule Noire avait lancé une campagne Kickstarter en 2020. Malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint, mais c'est pas parce que l'objectif n'est pas atteint que le projet est mort. Donc, du coup, le studio avait à l'époque déjà promis une narration haute en couleurs, une histoire d'enquête pleine d'esprit, de rebondissements, une approche humoristique, sympathique et inhabituelle sur l'eugénisme. L'eugénisme est une sorte de aussi critique de l'apparence, de la beauté, enfin du superficiel plutôt, dans un Los Angeles digne des années 50. Donc la démo à l'époque était disponible à la sortie du Kickstarter, puis Arte s'en est mêlé pour notre plus grand bonheur. Je fais des rimes aussi. Oh là là, c'est Incroyable. Et ainsi, le jeu est sorti le 30 mai dernier. Du coup,
Il s'agit d'une aventure narrative aux allures de polar, adoptée du roman éponyme de Boris Vian et On tuera tous les affreux. Donc l'histoire commence, alors il faut savoir l'histoire, c'est complètement what the fuck. Donc, ça commence dans un Los Angeles des années 50 où notre cher héros, Rock Bailey, aussi beau que naïf, déplore que son physique attire de nombreuses femmes, alors qu'il semble peu enclin à donner suite à ses avances. Et pour cause, en fait, ce monsieur a ses principes, dont celui de préserver, entre parenthèses, sa virginité, pour ses 20 ans. Donc vous vous doutez bien qu'il a 19 ans. Donc une fois n'est pas coutume, il rencontre dans un bar, donc le jazz club, le Zouti Slammer, la sublime Sunday Love. Mais force est de constater qu'elle voulait bien plus que quelques petits pas de danse. Donc après, ils se sont en fait mis à l'arrière du club de jazz et donc il lui explique moi je comprends que je vous plais, mais voilà, j'ai envie de me préserver, blablabla. Bon bref, donc il refuse ses avances et contre toute attente, par contre, donc Sunday Love se retrouve vexée, donc elle fait un peu la moue et après elle part et ce Rock Bailey, il accepte une cigarette d'un inconnu. Et là, son destin va basculer. Pourquoi ? Parce que déjà, il va se retrouver drogué, kidnappé par un inconnu. Mais surtout, il va se réveiller dans un étrange hôpital aux côtés d'une magnifique femme. Donc, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Déjà, tout le monde se demande. Et il décide en fait, du coup, à remonter la piste de ses kidnappeurs. Ce Rock Bailey va se retrouver mêlé à une affaire d'une envergure insoupçonnée. Donc ça, c'est l'histoire, et je ne vais pas vous dire plus, parce que franchement, moi, déjà, quand j'ai commencé à jouer, parce que je n'avais pas du tout lu le livre, et c'est assez fidèle au livre, par contre, je me suis dit, ok, alors moi, à sa place, j'aurais flippé, et je pense que c'est un peu ma hantise, ce qui lui est arrivé, mais comme c'est un jeu où l'humour, c'est l'une des grandes forces de ce jeu, c'est assez déjanté pour que ça ne prenne pas non plus un ton grave. Donc ça, c'est plutôt marrant, même si dans les faits, encore une fois, je pense que c'est pas si marrant. Et donc du coup, dans To Hell with the Ugly, on va devoir retracer les événements de notre enlèvement. Donc on va retourner au club de jazz après avoir réussi à s'échapper de l'hôpital. Comme je disais, je vais pas trop spoiler, mais bon, comme tout bon point and click, il faudra explorer les moindres recoins, parler à des personnes que l'on croise, trouver des objets, très important pour le platine. Je note. Répondre à des questions, et en fait tout ça afin de trouver des éléments qui vont nous permettre d'avancer dans notre enquête. D'ailleurs, lors de vos lots d'objets, on peut aussi combiner les jeux. Un peu comme dans ma précédente chronique des Children of Silent Town, on pouvait combiner les jeux, comme dans tous les point and click en fait, j'ai envie de vous dire. Donc parfois, ça c'est une partie du gameplay, mais il y a aussi des moments où il faudra remettre dans l'ordre dans des dossiers avec divers éléments comme des photos, des lettres, des documents. Et il y a même une énigme, franchement, qui m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait, donc on est sur une piste d'une certaine personne, et en fait qui a un nom et un prénom comme tout le monde, sauf qu'il y a ce nom et prénom dans tout le monde dans plusieurs états. Donc, en gros, on doit appeler chaque personne qui a ce nom et prénom et le mettre dans chaque état. Et après, à la fin, on en conclut une piste. Et je trouve que les indices, des fois, étaient un peu confus. Donc, moi, parfois, je restais là et j'appuyais sur « Ok, je veux cet ordre-là » et ça ne marchait pas. Voilà. Et donc, une fois que... Alors, je trouve que ces différentes facettes... sont plutôt bien amenés et ça apporte un peu d'originalité à notre enquête et surtout ça nous permet de plonger parfaitement dans cette ambiance un peu dahlia noire du jeu. Il y a aussi des phases de combat, des combats un peu tour par tour à gérer et qui animent un peu le jeu et accentuent la direction justement un peu film noir de ce jeu. Donc il faut savoir que vous pouvez seulement diriger Rock Bailey, cependant vous pouvez avoir d'autres alliés, d'autres personnages qui viennent en renfort durant les phases. Du coup, il faut savoir que votre personnage, je ne sais pas si, alors peut-être un petit point commun, adore traiter ses problèmes de manière un peu frontale que le reste de tous les protagonistes que vous allez rencontrer.
Mais en vrai, c'est pas plus mal parce qu'il y a des moments, franchement, je pense qu'il n'y a pas d'autres issues. Donc pour les phases de combat, en fait, vous avez une gamme d'attaques que vous pouvez utiliser et en fait, leur exécution implique une certaine vivacité parce que c'est un système de QTE. En gros, c'est des cercles qui vont rapetissir et donc il y a une zone, enfin, il y a un moment où il faut enclencher le QTE avec la touche indiquée et parfois ça va vite. Je me suis fait avoir beaucoup de fois sur des phases. En fait, ça marche aussi bien à l'attaque qu'au contre. Et en fait, au contre, si on ne clique pas au bon endroit au bon moment, on se prend les coups. Donc, c'est un peu compliqué. Et il y a un trophée platine où on doit avoir tous les combats sans mourir. Donc, voilà. Donc, c'est un peu problématique quand ça arrive. J'ai réussi à avoir le trophée, hein, pas de souci. Mais voilà, donc au début, voilà, ces petites adaptations par rapport à ça, mais voilà, ça apporte aussi une dynamique et un peu d'action cinématique, et ça permet aussi d'alterner avec aussi d'autres phases qui sont les phases d'infiltration. Donc elles paraissent simples, parce que c'est un peu gauche, le personnage se déplace de gauche à droite, il doit se cacher en fait derrière des plantes, mais en fait je me suis rendu compte que des fois en voulant rusher, parce que des fois on est un peu impatient, quelque chose que je pensais être simple ne l'est pas. Donc on peut aussi avoir des objets d'attaque dont, alors ça je pense que c'est assez marrant, d'avoir une bombe de poivre pour aveugler l'ennemi, ou avoir une capacité justement pour briser un bouclier de votre allié qui, comme le nom l'indique, permet de briser le bouclier de votre adversaire. Donc voilà, il y a des séquences, d'autres séquences qui vous font travailler vos méninges, comme voilà, vous êtes dans le bar et vous devez commander des plats et vos protagonistes vont dire des plats, à vous de les retenir. Et en fait, ça aussi, ça fait l'objet d'un trophée. Voilà, il y a plein de petits moments comme ça dans l'enquête et d'autres moments où, justement parce que l'humour est assez omniprésent, qui vous feront oublier le côté de l'enquête de l'histoire. Parlons maintenant de la direction artistique. Moi, j'ai adoré sa magnifique ambiance californienne des années 50. Je trouve que voilà, les environnements et les personnages ont été construits avec des plans de couleurs, des aplats de couleurs, où les couleurs, justement, j'ai dit 3 fois couleurs, dominent et sont couplés à un filtre qui crée un peu une ambiance vintage, et je trouve ça assez habile. D'un côté, c'est les années 50. Et en fait, je trouve que ça fait très affiche de film. Vous savez, un peu jazz à l'époque. Donc, du coup, très sympa. Et en fait, voilà, même les développeurs ont utilisé des polices un peu rétro pour l'interface et tout. Et il faut savoir que tout le jeu est en anglais, sous-titré en français, et j'adore, ça fait très polar des années 50. Je trouve que même au niveau du doublage du coup américain, c'est extrêmement réussi. Et quant aux musiques, moi j'ai adoré, déjà parce que j'adore le jazz, mais il y a ça s'inspire du jazz, du blues, du rock des années 50, et ça rythme également très bien les phases de combat. Donc on sait déjà comment ça va être la bagarre. Concernant le platine, parce que je sais que j'ai eu des questions, parce que en fait, j'ai eu fait que... Alors, le jeu se termine dans un premier run entre 4h et 5h. Donc, c'est plutôt sympathique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Donc, si vous faites un deuxième run, c'est exactement ce que j'ai fait, parce qu'il faut quand même faire un deuxième run pour avoir le platine. J'ai fait ça en 2h30, en squeezant, en rushant un peu les dialogues. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de trophées or. Il y en a 7. 9 argent. Je tiens à le dire. Donc sympathique si vous voulez monter de niveau. Mais en fait, ce qui est assez... il y en a qui sont liés à l'histoire, donc qui sont assez simples. Il y en a qui sont liés à des mini-difficultés. C'est... Voilà, il ne faut pas que votre allié soit tombé au combat, ni vous, ni votre autre allié. Et un autre qui, je pense, qui est un peu plus
chiant qui s'appelle Le Collectionneur, qui, comme le nom indique, il faut trouver tous les objets. Et en fait, il y a un objet, je pense, c'est dû à une interaction qu'on a avec quelqu'un, parce qu'il faut être honnête avec cette personne, et cette personne va vous donner une fleur. Ça, c'est dans le dernier monde. Voilà. Donc, sinon, le platine, il faut le faire au moins 2 fois. Le jeu se fait très facilement, et je trouve qu'on se laisse assez vite happer par l'ambiance, les dialogues. Moi, déjà, la première phase, ça a été mais qu'est-ce qui lui est arrivé en fait, moi, je veux savoir pourquoi, ni comment, mais où est donc Ornicar, enfin tout. Et en fait, la fin est assez. Il y a un twist, quoi. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est une fin sans une fin, c'est une fin qui est à la hauteur du côté très déjanté du jeu, et je pense aussi du livre. Je vais pas vous faire pourquoi il faut jouer à To Hide with the Ugly. Je dirais plutôt, déjà, pour moi, c'est quand même pour des personnes qui sont déjà assez familières avec le point and click. Pourquoi je dis ça ? Parce que je sais que j'ai d'autres amis qui m'ont vu jouer, et qui m'ont dit mais il faut juste cliquer. Je fais oui, c'est le principe du jeu quand même. C'est un point and click. Ouais, c'est un point and click. Et je sais que pas tout le monde aime ce type de gameplay. Cependant, moi j'ai vraiment, pour moi c'est un jeu qui est presque parfait. Pourquoi presque ? Parce que déjà j'ai adoré l'enquête, l'humour, franchement ça m'a fait extrêmement du bien. Des fois, alors je dis pas que c'est cringe ou lourd, mais c'est un humour qui me parle. Les phases de QTE qui sont, en fait le jeu a l'air, comment dire, on a l'impression pas que c'est plat, mais que c'est simple. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Il y a une petite difficulté, mais pas trop, mais juste assez pour qu'on puisse bien profiter de l'histoire. Les phases d'infiltration sont assez sympathiques. Et surtout, la musique et la direction artistique sont vraiment incroyables. Vraiment, c'est moi ce qui m'a fait un peu accrocher direct en disant j'ai envie de jouer, j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'avais pas forcément vu le trailer, mais juste quelques images, ça m'a donné déjà envie. Après, si je devais lui donner quelques défauts, c'est vrai que faut aimer les dialogues, faut également j'étais un peu sur ma faim parce que je me suis dit 4 heures, 5 heures, c'était cool, mais en vrai je pense que ça aurait pas été mieux que, si le jeu avait duré 10 heures, il y avait zéro intérêt. Cependant, on se dit c'est cool. Des fois, on se dit quand c'est cool, on a l'impression qu'on avait envie que ça continue d'être cool. Et puis voilà, moi je trouve que c'est cool. Déjà, c'est un jeu français, indé. Bon, là, déjà, c'est 50% qui a été. Mon cœur a déjà été pris de 50%. Et en fait, voilà, je trouve que c'est frais dans le sens où je connais pas beaucoup d'expériences aussi humoristique, aussi facile d'accès, avec une direction artistique et Jay-Z qui est aussi captivante. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui, mais encore une fois c'est un grand oui pour moi parce que j'adore les point and click et les histoires narratives et l'humour décalé. Voilà. Faut savoir dans quoi on met les pieds quand on achète un point and click. Exactement. Est-ce que du coup ça t'a donné envie de découvrir l'œuvre originale ? Alors oui, de fou, parce que moi je me suis posé plein de questions. En fait, je trouve qu'il y a une satire derrière qui... J'adore ce genre de satire, c'est un peu comme Wild Lotus. C'est un peu la culture du vide, de l'idiocratie. Et moi j'adore les thèmes, ce genre de thèmes où je me dis oui c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à la place en fait. Et en fait déjà c'est apporté avec beaucoup d'humour parce que voilà, un enlèvement personne n'a vécu autour de cette table, on est d'accord, mais sans humour je vois pas comment on pourrait il mène une enquête, mais son enquête dans un truc assez complètement what the fuck. Et il me semble que dans l'œuvre de Boris Vian, ça garde. Ce que j'ai adoré, c'est que ça a vraiment gardé un peu la même trame, le même esprit. Et du coup, si c'est ça, oui, clairement, j'ai envie de le lire. J'avais vu des critiques un peu, et je crois sur Babelio. Il était hyper bien noté. Donc je me dis, en plus, les retours ont l'air bons. Donc, Boris Vian est très connu pour, comme tu disais, pour tous ses talents. Donc oui, ça m'a incité à le lire.
C'était juste paru curieuse. Ok. Mais, Longue réponse. non, mais pas du tout. C'est pas du tout ce que j'insinuais. Mais j'étais en train de me dire, la poule noire a fait un autre point Oui. and click et qui potentiellement te plaira parce que C'est Edgar. À chaque fois, j'ai juste retenu Edgar. Buck in Bullseye, un truc Oui, comme ça. ouais, Body Bulls, ouais, c'est ça. Et c'est pareil, c'est loufoque à mort. Genre, il joue vachement sur ça. C'est si t'aimes pas les dialogues, c'est en fait n'y joue pas. En termes de durée de vie, c'est pareil, c'est 4-5 heures. C'est très court, mais une DA ultra colorée. J'ai souvenir de la bande son oui et non qui était assez chouette, mais ouais, franchement ça m'a quand j'étais en t'entendant chroniquer, du coup j'ai vu beaucoup de similitudes avec le premier jeu qu'ils ont sorti. Et c'est très mignon. Et merci de nous parler de jeux indés et d'autant plus français. Je vais encore mentionner Dordogne. Oui, c'est vrai, mais bien sûr. Parce que c'est le petit nouveau qui est sorti récemment. Mais oui, très très cool. Célia. Alors moi, tu m'as eu sur Arte, sur Indie, sur Point and Click, sur 4-5 heures, sur musique, En fait, tu m'as eu sur tout. C'est bon, on a tout coché. Exactement. Alors moi, déjà, les jeux Arte, je les aime énormément. Je crois que c'était eux qui avaient participé à Bury Me My Love, si je ne me trompe pas. Je trouve qu'à chaque fois, ils arrivent à dénicher des pépites, des petits jeux vraiment uniques et surtout qui marquent les esprits. Donc voilà, déjà ça c'est un énorme argument. Les point and click, moi j'adore ça. Gros cœur sur Siberia, les Chevaliers de Baphomet, enfin vraiment c'est la vie. Chevaliers de Baphomet. Oui. Donc je trouve ça vraiment génial. Et surtout ce qui a attisé ma curiosité, c'est que c'est du point and click mais avec plein de choses autour. Il y a du combat. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu nous parles de ça. Il y a des énigmes. J'ai l'impression qu'il y a des choix aussi à prendre. En fonction des choix, ça peut potentiellement changer peut-être un petit peu ton histoire. Tes platines. Voilà. Platine aussi. Exactement. Et en fait, je trouve ça super qu'il ne soit pas resté justement dans le côté juste point and click et qu'il y ait plein de choses autour. Ça doit rendre le jeu encore plus rythmé et dynamique. Boris Vian, j'ai lu. Alors, j'ai pas lu cette œuvre-là, mais j'en ai lu quelques-unes et je confirme, c'est complètement what the fuck. Mais du coup, si vraiment ils se sont inspirés comme il faut du livre, je comprends totalement que le jeu ce soit un peu n'importe quoi, mais c'est aussi, je pense, ce qui fait son charme. Donc, complètement un jeu à rajouter à ma wishlist. J'en ai pas 200 de mon côté dedans. Mais je suis grave hypée pour le coup. Trop hâte de tester ça. Je ne couscous. Écoute, déjà, Ellie, il faut que tu arrêtes de parler de trophées, quoi. C'est un peu fini, ça. C'était un hameçon pour toi. Non, mais déjà, j'avais très envie d'y jouer avant cette chronique. Bon, là, c'est bon. Encore plus envie. Non, je suis chaud de ouf. Comme Célia, pareil. Il y a trop de mots-clés qui rentrent. Je suis pas ultra fan des point and click, mais je m'en fous si l'histoire est bien, s'il y a plein de trucs autour. Indie, français, jeu court, platine. Ambiance stylée, polar, jazz. Jazz. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. J'ai trop envie de jouer. Ah, trop cool. Et ben voilà, c'est gagné. C'est un pari gagné. En plus, je voulais à la maison, à côté de Dordogne. Enfin, bon, bref. On peut rentrer là, on peut finir. C'est bon. Moi, j'attends Dordogne dans vos prochaines chroniques. Hein. Oui, je vous le dis parce que je n'aurai pas forcément l'occasion. Ah merde, Shifumi, pour savoir qui. Je te laisse. Mais sinon, j'en ai un autre qui s'appelle Season, qui n'est pas français, mais qui est un petit jeu. Il y a Harmony aussi qui est sorti récemment. Harmony, ouais, exactement. Je me souviens plus du nom exact d'ailleurs. Je sais pas si quelqu'un le connaît. Célia, tu connais peut-être, non? Je crois que c'est Harmony the Fall of Reverie. Ouais, c'est ça. Et pareil, il est entre Dordogne et. Enfin bon, bref. Mais oui, voilà, nous on aime, on est un peu chauvin dans cette famille du Contrecast et en plus on aime l'indé. On fait des bons jeux en France aussi. Et on fait énormément de bons jeux en France qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils mériteraient. Mais c'est pour ça qu'on a des acteurs comme Arte qui viennent un peu mettre en avant ces acteurs indépendants. Donc voilà, si vous êtes happé par To Hell with the Ugly, intéressez-vous au marché français parce que voilà, on a des petites pépites par-ci par-là et d'autant plus maintenant que
tout le monde a été racheté et que, et que voilà, quoi, on n'a plus de diversité en termes d'édition. Mais merci Hailey pour cette chronique To Hell with the Ugly, jeu d'aventure co-développé du coup par la Poule Noire et Arte, publié en mai de cette année et dispo sur Switch, PC, PlayStation 1 Series autour de 20€. Et parce que, comme la tradition le veut, coup de cœur, donc je vais faire un tour de table. Mais avant tout, je vais vous dire que toutes les références et les chroniques de cet épisode sont bien évidemment en description de ce podcast. Comme d'habitude, parce qu'on aime vous faire découvrir nos petits coups de cœur et nos coups de gueule parfois. Mais cette fois-ci, du coup, on parle de coups de cœur et j'ai envie de commencer par Ali. Ah merde, elle n'était pas prête. Si. Alors c'est un peu étrange puisque j'ai hésité entre parler de Spider-Man, mais je vais parler le dernier Spider-Man en animation. Et en fait, étrangement, j'ai eu un gros coup de cœur sur la démo de Lies of P, qui est sur PlayStation, qui sera Day One sur le Game Pass. Pourquoi ? Alors déjà, c'est la première fois en réalité que je m'aventure dans un, entre guillemets, Dark Souls-like. Mais en fait, j'ai aimé déjà, j'étais très hypée par la direction artistique. Déjà, c'est Lies of P pour Pinocchio. Et en fait, quand on y joue, on se rend compte qu'au niveau des environnements, enfin du paysage, ça fait très Bioshock. Et ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, même si c'est, entre guillemets, là, il y a une certaine difficulté. Moi, j'ai aimé y retourner, de comprendre un peu les mécaniques, de me dire, voilà, le boss, j'ai réussi la première phase, il faut que j'apprenne le pattern de la deuxième phase. Et je sais pas, il y avait un sentiment de reward. Et j'ai pas senti, pour avoir vu beaucoup de personnes sur Elden Ring, du coup, ça m'a donné envie de faire Elden Ring. Et je me suis dit, ok, finalement, je suis peut-être capable, je pense que c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Mais la démo est hyper quali. Moi, j'étais limite addict, même s'il n'y a pas de trophée, par exemple. Sur une démo, hein, on parle. C'est juste une démo. Des fois, le soir, j'arrive et ça me... Je sais pas, vu que je suis hyper concentrée, ça me fait du bien. Et gros coup de cœur, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que pour moi, il y a un énorme potentiel derrière Lies of P. Et c'est coréen, je crois. Je ne sais pas, j'ai pas de plaisir. Je sais plus. C'est un coup de cœur, on s'en fout, on cherche pas. Voilà. Je cherche pas. Vous aurez de toute façon la ref en description. Célia. Oui, moi, mon coup de cœur, c'est une BD. C'est une BD qui s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». J'adore. De Nicolas Ruot et Emmanuel Rezé. Alors pourquoi ? Alors j'ai acheté les 3 BD, clairement, parce que en fait, j'ai adoré la première, donc j'ai acheté les deux juste à la suite. En fait, c'est des albums d'humour absurdes qui mettent en avant un peu la bêtise humaine. Donc on parlait d'idiocratie tout à l'heure, on est complètement dedans. Cette bêtise qui est de plus en plus présente dans notre société, malheureusement. Donc en fait, les auteurs exposent des questions. Je vous ai mis des exemples parce que je les trouve très drôles. Donc par exemple, peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes ? Faut-il expulser du territoire son bébé ne parlant pas français quand on est patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs criminels pour éviter qu'ils ne commettent de futurs crimes sur de futures victimes ? Voilà. Donc en fait, les auteurs se posent ce genre de questions et les mettent en fait en scène. Et c'est ultra drôle, c'est grinçant, mais c'est très plaisant à lire. Et surtout, parfois, en fait, on finit une page et on se dit, mais on est vraiment idiots quand même. Voilà. Donc je vous conseille, si vous voulez, des petits albums qui mettent un peu en avant la bêtise humaine, mais de manière assez rigolote. John, on a déjà eu ton coup de cœur, donc merci. Bonne soirée. Non, je rigole. D'ailleurs, je sais plus si on avait déjà parlé de cette série à Ted Lasso, ce podcast. Non, pour de vrai parce que non, je crois pas. Okay. J'aurais pu faire une chronique dessus, mais vu que je l'ai dit un peu en amont, je triche pas, tu vois. Je le cite. C'est clair. C'est une série quand même trop bien. Je sais pas si vous l'avez vue autour de cette table. Il faut regarder. Franchement, il faut regarder pour plein de raisons. 3 saisons seulement. C'est mieux que The Office ou pas ? C'est différent. C'est différent qui. Non, mais c'est très bien. C'est dispo sur Apple TV+ et Canal+ maintenant aussi, je crois. 3 saisons, c'est terminé. Je suis en train de finir la 3. C'est quoi ? C'est l'histoire d'un club de foot, le AFC Richmond en Angleterre. Je crois qu'à la base, j'ai un doute sur le début de l'histoire, mais c'est un détail. C'est un
un couple qui gère ce club. Il y a une séparation. Il laisse le club à la femme et la femme, pour faire chier son ex-mari, veut détruire le club. Donc, elle va recruter un espèce de tocard en guise de coach. C'est un mec qui connaît même pas le football, il connaît que le foot américain, la NFL. Elle dit toi là, vas-y, t'as la rigolo, vas-y, viens gérer le club. Sauf que ça se passe bien en fait, et que le mec découvre ce sport, et en fait il a une mentalité de coach qui est très bien, c'est ultra feel good. Et il se rend compte qu'il va créer un groupe, vraiment, ce qui est important dans les clubs, dans les sports collectifs. Et au final, ils vont commencer à faire des résultats. Et donc ça va se passer bien. Il y a les joueurs qui sont tous un peu différents, qui ont tous une personnalité aussi. C'est pas que axé foot pour le coup, parce que je regarde ça avec ma compagne qui n'est pas du tout foot. Bon, un peu parce qu'elle a pas le choix des fois, mais en vrai, elle aime quand même la série. Et ils ont même créé un truc ultra bien dans cette série, une ambiance assez folle, à tel point qu'ils ont intégré l'équipe dans FIFA, tellement pour aller jusqu'au bout du délire, quoi. Drôle. Je connais aucun des acteurs, mais pour citer un exemple, la propriétaire du club a présenté l'Eurovision en 2023, notamment, donc truc qui sort de nulle part. Et je pense que cette série a eu des prix, j'ai pas vérifié, mais on s'en fout, c'est un coup de cœur, regardez-la, c'est trop bien. Ted Lasso, L-A-2-S-O. Voilà. C'est un coup de cœur, pas de questions, rien, on s'en fout, on enchaîne. Ok. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est l'heure du jingle. Alors, avant toute chose, je vais faire un petit récap de vos chroniques pour cet épisode 54. John nous a parlé de The Match Seeker, action RPG développé par Digital Sun. Célia nous a parlé de Modern Family, sitcom américaine réalisée par Christopher Lloyd et Stephen Levitan. Et Hailey de To Hell with the Ugly, jeu d'aventure co-développé par La Poule Noire et Arte. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les références, liens, descriptions et tout ce qui est autour et qui a été cité sera en référence et en description de cet épisode. Et avant de conclure du coup cet épisode, je vais aussi faire un rappel à nos auditeurs. Le Contrecast fait partie du VHS, donc Vaisseau Hypersensès, comme vous le savez désormais maintenant. Association qui se finance via un Patreon, dont on vous filera le lien aussi en description. Si jamais vous voulez nous soutenir ou soutenir l'asso en général, si vous faites partie des quelques auditeurs qui nous suivent encore dans cette aventure saison 3, parce que la saison 3 a été lancée je ne sais plus quand, mais de façon très random par moi-même, pour nous témoigner votre amour, votre soutien infaillible dans ce moment difficile qu'est cet été qu'on subit tous avec le réchauffement climatique, puisqu'il fallait que je refasse un petit pas vers la météo, vu qu'Aïli nous en a parlé plus tôt. Mais avant tout, je vais aussi faire un petit tour de table pour avoir l'actu de chacun, pour savoir, pour dire à nos auditeurs où on peut vous trouver, toutes et tous. Donc, en commençant par John, où est-ce qu'on te retrouve ? John Cousecous partout. JOHN, CEUS, CEUS. Wow. J'ai cru qu'il fallait mettre le partout. Ouais, pardon. Tiré du bas. Non. Et pour la petite anecdote, il y a à peu près 3 semaines, j'ai reçu une invitation à une réunion de la part de ma cliente au boulot qui disait, le titre de la réunion c'était son prénom pour pas le citer et John Cousecous. Alors, en plus c'était un sujet ultra sérieux et j'ai rigolé, je fais merde, c'est parti trop loin cette blague. Parce qu'elle écoute le podcast et on la salue. Eh bien, salutations à toi et merci de lui rappeler qu'il s'appelle bien Jaune Couscous. Hailey, où est-ce qu'on te retrouve ? Hello Hailey, tout attaché sur Twitter et Instagram. Et sous la tour Eiffel en train de faire du shuffle aussi. Sous la tour Eiffel. Je sais pas. Un jour, je vais faire une chronique sur le shuffle, d'où ça vient et comment. Mais et quoi. oui, mais grave. Mais en vrai, quand je vois ta vidéo, je regarde, je fais putain, elle est forte quand même. Mais Ah oh là, Mais en oui, plus, c'est stylé, moi je trouve ça stylé. Ah, c'est très Tu gentil. te sous-estimes, je t'es trop pense. forte. Mais vous êtes très très gentil. Oui, je fais partie des plus débutants dans les cours. Ouais, bah ça. Donc pour vous Fort dire du à cours quel point le était niveau experte, hein. à Donc, Paris. Oui, ouais. Et ben écoute, je pense que pour beaucoup, tu nous as fait découvrir le shuffle. Ah bah ça fait plaisir. Ou au moins mettre un haut dessus. Un niveau- Si vous savez pas ce que c'est un peu mélanger ses pieds au sol, quoi.
C'est ça. Description. Bon, il y aura peut-être une chronique un jour, voilà, ça va m'expliquer. Et du coup, on finit par Célia. Oui, alors moi, on me retrouve sur Twitter et Instagram. Qu'est-ce qui vous arrive avec Internet. C'est tout le Halloween. nom, c'est le bébé. Non, pas du tout. C'est le bébé. C'est le bébé. C-E-L-B-E-B. Pardon, excuse-moi, tu peux le refaire parce que je t'ai coupé. C-E-L-B-E-B. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est tout, ça vient d'un truc. Enfin, Ça vient de c'est le bébé. Le Ok. job de couche. Hello, Léa. en tout cas, on vous mettra de toute façon les vraies adresses Bien sûr. vers chacun des profils réseaux sociaux de chacune de nos chroniques. Chacun de nos chroniqueurs. Bref, c'est écrit quoi. Bref, voilà. Et puis abonnez-vous surtout. N'oubliez pas de nous mettre des 5 choses. étoiles comme les 5 Voilà. lettres de météo. Moi, Mais- j'avais une question, mais du coup, tu as déjà répondu. Ah, pardon. Bah ouais. Bon, Voilà. je peux la poser quand même. La Ouais, question. vas-y, pose-la. Quelle température il fait aujourd'hui dans le studio? C'est 50 degrés. 5 degrés. Non, il fait 5 degrés de trop par rapport à une bonne température. Voilà, 5 comme le nombre d'étoiles qu'il faut mettre sur les lecteurs de podcast. Vas-y, enchaîne. C'est gênant, c'est très gênant. Mais attends, on peut remercier quand même des gens, parce qu'en vrai, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, genre il y a moins d'un mois, quand même des gens qui mettent des notes de 5 étoiles. Il y a des gens qui mettent des notes et qui mettent des commentaires. Genre il y Ouais. a Elisa de, je sais plus quel est son pseudo, qui a mis 5 étoiles et on a lu ton commentaire. Merci. Merci, Elisa. Merci beaucoup. Qui que tu sois. Qui que tu sois, exactement. Par Enfin, contre, j'espère que t'as écouté, hein, surtout. par contre, j'ai vu sur Apple Podcast, on est à 4,9. 9. Il Donc, faut il y a- faut il y a bourrer les quelqu'un 5 qui pour nous- monter à il y a 5. Quelqu'un qui nous a trahis. Mais on ne dira pas qui. On te trouvera. Et le pire, c'est que la personne a mis génial 4 sur 5. un truc dans le genre, quoi. Je fais, mais. Ça m'a La dégoûté. tristesse. Mais c'est pas grave, on y arrivera un jour. On sera à 5. Mais en tout cas, voilà, si vous ne l'avez pas fait vous-même, vous qui nous écoutez en ce moment même, faites-le parce que nous, ça nous permet non seulement d'avoir un retour d'expérience de votre part. Vous pouvez être vrai, hein, vous pouvez ne pas nous mettre 5 étoiles, mais quand même, on sera un peu triste. 5 étoiles ou 5 euros sur le Patreon, il faut choisir. À Prenez le chaud, moins au chaud, voilà. Soit l'argent, soit les étoiles. Mais en tout cas, voilà, merci encore pour vos belles chroniques de cet épisode 54. On se quitte ce mois-ci, mais on se retrouve le mois prochain, très certainement. Et à très vite, du coup. Salut. Salut. Fin de transmission.